Jonathan, Benjamin Storas. Bonjour Francis, bonjour Robert. Salut. Salut Nathan, ça va? Oui. Il y a Benjamin qui Ça se va. branche aussi. Je viens d'avoir au téléphone ici, il est en train de se connecter. Ouais. Bonjour Benjamin. Bonjour, ça va? Très bien. Voilà, on voulait avoir quelques minutes avec toi avant Ouais, d'ouvrir la séance. Donc Francis Salut Benjamin. voilà, est là et Robert aussi. Ok. Combien de temps à peu près vous pensez? C'est un plaisir de t'avoir en tout cas. Bah, moi aussi. Bah, moi, merci d'avoir accepté de venir plancher devant la commission des relations internationales. Internationales, oui, voilà, attention. C'est pas n'importe quoi. Hein. Ah non, je sais. Oh là là. Bon, je pense qu'on va surtout tourner autour du rapport, hein, n'est-ce pas, Jonathan? Oui, bien sûr, oui, ça sera bien sûr. Le point de départ de la discussion. Après, j'imagine que il y aura sûrement des questions qui vont déborder le rapport, oui, sûrement. Oui. Mais combien de temps à peu près on se voit? En général, on finit vers 19h15, 19h30 entre les deux. 19h15 maxi, ça vous va? Allez, écoute, ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Non, pas de souci. Sinon, j'ai des problèmes, tu vois, à force de toujours les réunions, les trucs, tu vois, j'essaye de limiter quoi, le temps. Benjamin, on a juste un problème avec votre caméra parce que vous êtes à contre-jour et à ce moment-là, on voit dans le noir. Donc, si vous voulez un peu, on doit vous voir bien. Comment on fait alors? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait très vengeur masqué, ça. Ah ouais. Alors, attends, je ne sais pas quoi faire. Là. Je sais pas. Il ne faut pas te mettre en contre-jour. Voilà, si vous êtes entre la lumière, c'est bien. Là, c'est... c'est marrant. Pourquoi ça s'arrête la lumière comme ça? Non, si vous pouvez tirer le rideau. La caméra comme ça. Là, c'est bien. Ouais, parfait. Là, on te voit bien. Là. Comme ça va? Ouais, c'est parfait. C'est bizarre cette histoire, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est bon. OK. Tu as eu un courrier de Marc Nobel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai demandé de voir si tu avais un peu de temps pour nous écrire un truc, mais sur les Juifs d'Algérie, cette fois, uniquement. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Le problème, c'est que là, je suis enseveli. Je ne connais pas la deadline, c'est-à-dire combien de temps on y a, parce qu'en même temps, je suis en train de préparer une exposition qui va s'appeler Juifs d'Orient à l'Institut du monde arabe. Donc, il y a le musée de Tel Aviv, il y a plein de… C'est une expo, c'est la première fois qu'il y aura une exposition de cette ampleur à Lima. Le musée de Tel Aviv va aller à Lima? Oui, ils ont décidé de prêter des choses importantes. Non, mais ça sera marqué que ça vient du musée de Tel Aviv? Ah bah bien sûr. Non, parce que Lima… Ah bien sûr, mais c'est là l'événement. Non, mais là, c'est un vrai événement. Là. Ouais, là, c'est un vrai truc. Bon, il y a bien sûr beaucoup de musées américains. Le Maroc, a donné beaucoup de choses. Le Maroc a donné beaucoup de choses aussi. On est pratiquement en train de finir de rassembler toutes les pièces. Il y aura 270 pièces qui seront présentées sur l'histoire des Juifs, sur 2000 ans d'histoire. Donc, c'est un événement, un événement culturel, mais aussi un événement politique, parce que, bon, évidemment, l'Institut du monde arabe est financé en grande partie par l'Arabie saoudite, les Émirats, le Maroc, etc. Donc, c'est un événement important. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. C'est ça donc c'est pour ça que non, mais il n'y a pas de deadline, si tu veux. Fais-le. On a besoin, parce qu'on a sorti un ouvrage. Tu vois, ce sont les études du CRIF, tu connais. Oui, bien sûr. On en a sorti un sur les Juifs de Tunisie, on a un sur les Juifs de Grèce. Et là, j'ai dit, moi, autant que je suis président, qu'on en fasse un sur les Juifs d'Algérie. Bien sûr. Sinon, on va me le reprocher. Et si tu peux te concentrer sur Oran, c'est bien. Voilà, uniquement centré sur Oran. C'est ça. Oran, capitale des Juifs d'Algérie. Et à ce moment-là, on a tous les Constantinois qui nous tuent tous. Non, mais les Constantinois, ce n'étaient pas des Juifs d'Algérie. Ils étaient trop religieux. Des conservateurs, des traditionnalistes. Je suis bien placé pour le savoir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, ok, je vais lui répondre dans ce sens-là. C'est prévu pour quand, cette expo à Lima? Fin novembre. C'est fin novembre, ça dure du 22 novembre à la fin du mois de février. Donc, ça durera 3 mois et demi.
On pourra faire une visite des Amis du CRIF à Lima, ça serait une première. Ah oui, oui, non, c'est un gros truc, hein, l'exposition. Hein. Mais je pensais que c'est pour ça que je vous en parle, parce que je n'ai pas l'impression que vous soyez au courant de cette. Pas du tout, non, pas du tout. Vous êtes pas au Et courant. pourtant, je suis bien placé pour être au courant. Je devrais être bien placé pour être au courant avec Lima, parce que j'ai mon associé qui est très proche de Langue, quoi, qui est toujours oui, oui. Il ne vous a pas averti du tout. Il ne m'en a pas parlé, c'est marrant, je vais lui dire demain. Je vais voir si je vais lui en parler. Ah, c'est bizarre cette histoire. Non, non, parce qu'on a presque fini. Hein, parce qu'il y a eu des poursuites, ça fait presque maintenant 6 mois qu'on travaille là-dessus. Ah, c'est marrant qu'il ne m'en ait pas parlé. C'est sur les Juifs d'Orient, hein, c'est ça? Juifs d'Orient, ça va s'appeler Juifs d'Orient. Donc c'est pratiquement des origines jusqu'aux années 50. On arrête hein, au moment de la création de l'État d'Israël, on ne poursuit pas après. Parce que si on continue après, alors là, ça va être… Ouais, donc là, c'est un truc sans polémique. C'est pas voilà, polémique. On essaye de faire 2000 ans d'histoire. Tu sais que tu vas être critiqué. Ah bah oui, bah ça, oui. Ah bah, si tu ne parles pas des Juifs qui sont partis, bah, si tu parles ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion. La conclusion, c'est le départ. C'est l'exil, le départ, etc. Mais il n'y aura pas, disons que l'exposition ne finit pas en 2021. L'exposition, elle se termine en 1950, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, on fait une grande conclusion générale sur le départ des Juifs d'Orient. Ça, c'est la conclusion générale. Mais ce n'est pas en tant que tel, parce que si on continue jusqu'à aujourd'hui, les gens vont oublier les 2000 ans d'histoire pour se polariser que sur la polémique d'aujourd'hui. Il y aura rien. Sur les réparations. Hein? Sur les réparations. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, franchement, moi, en tout cas, je voudrais qu'on insiste sur les 2000 ans d'histoire de vie juive, quoi. Je veux dire, au Maroc. Permettre, il est 18h, on a déjà 14 personnes qui nous attendent. Donc, okay, on y va. On les fait rentrer. Alors, il faut les faire rentrer si c'est la commission. De toute façon, on n'attend pas non plus 1000 personnes sur la commission. Hein. Bonjour. Bonjour à terre tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on va laisser quelques minutes aux uns et aux autres pour oui, le temps que les gens se branchent, je vois que ça monte vite. On est déjà une vingtaine là. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va, Perla? L'Algérie, je ne sais pas si c'est l'Algérie ou si c'est Benjamin Stora, mais ça a du succès, je vois. Ah ben voilà. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Gérard. Ah là, ça va vite là, ouais. D'accord. Vous me dites quand on commence, quoi. Oui, on va commencer, puis ça fera venir les retardataires. Francis, je te laisse la parole. Deux mots pour remercier d'abord Benjamin Stora d'avoir accepté de venir plancher devant la commission. Ah, voilà. Je disais qu'il était dans l'actualité parce que, au-delà, bien évidemment, du fait que ce soit un historien, et j'ai envie de dire un historien engagé, parce que c'est quelqu'un qui est engagé, il est dans l'actualité parce qu'il a été chargé en juillet 2020 par le président de la République de préparer un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était exactement l'intitulé du rapport. En tout cas, c'est de cela que ce rapport devait traiter. Ce rapport a été remis en janvier 2021 et il a été ensuite, où il doit être édité, ou il a déjà été édité en
en livre, n'est-ce pas, en ouvrage. Donc, ce rapport, donc vous allez pouvoir, voilà, Jonathan, là, il vous le montre, il va pouvoir, on va procéder comme on fait d'habitude. Moi, je vais passer la parole à Jonathan directement, puisque c'est le président de cette commission qui va nous en dire un petit peu plus tout de même sur Benjamin, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui que je pense qu'il va faire une synthèse un petit peu et puis ensuite, Benjamin aura la parole pour, comme d'habitude, je crois, Jonathan, et ensuite on passera un petit peu de questions. Exactement. Bonjour à tous. Merci de votre présence nombreuse qui témoigne à la fois de l'intérêt pour évidemment notre invité Benjamin Stora et pour le sujet brûlant des questions algériennes qui continuent d'hanter la mémoire de la communauté juive et plus largement du débat public en France. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous Benjamin Stora, donc éminent historien, spécialiste du Maghreb et en particulier de l'Algérie et des relations entre la France et l'Algérie. Un point que je voulais souligner au-delà de l'amitié qui nous lie, et vous êtes nombreux, je crois, à bien connaître Benjamin, à être là ce soir. Benjamin a beaucoup travaillé notamment sur la question des Juifs d'Algérie. 2 ouvrages que je voudrais souligner qu'il a écrit, un document qui s'appelle, un livre qui s'appelle Les 3 exils, qui retrace effectivement donc l'histoire des Juifs d'Algérie, et puis un livre plus personnel, Les clés retrouvées, sorti il y a quelques années, dans lequel Benjamin revient aussi sur l'histoire juive d'Algérie. Donc, comme Francis le rappelait, Benjamin Stora a été chargé par le président de la République d'écrire un rapport sur les questions mémorielles liées à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Donc, chaque mot compte dans ce titre, il aura l'occasion de nous le dire. Il a remis un rapport qui compte notamment 22 recommandations. Ce rapport a fait l'objet d'un débat public important avec des prises de position de soutien, puis des prises de position parfois hostiles avec même une certaine véhémence dans certains cas. Donc, on aura l'occasion de discuter de tout cela. L'organisation de cette réunion est, comme on le fait à chaque fois, bâtie autour d'une intervention liminaire donc, de notre invité. Donc, Benjamin, si cela te convient, on te proposera de prendre la parole pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes pour nous présenter peut-être la démarche du rapport et les grandes conclusions que tu en as tirées, et puis peut-être l'analyse que tu fais de sa réception dans le débat public à la fois en France et en Algérie. Et puis à l'issue de ça, on passera un temps de questions-réponses voilà, qui nous mènera jusqu'à 19h15. Et j'invite simplement chacun, au moment où il prend la parole pour poser une question à Benjamin Stora, voilà, j'invite chacun à se présenter très sommairement pour que notre invité puisse vous situer. Donc, Benjamin, merci à toi de ta présence à nos côtés ce soir. Pour le CRIF, c'est évidemment un plaisir de te recevoir. Tu sais que c'est un lieu où tu es chez toi et je te laisse la parole pour voilà, resituer à la fois le rapport et son historique, mais aussi sa réception actuellement dans le débat public. Merci beaucoup. Merci à Francis Khalifa qui m'a invité, ainsi que Jonathan, bien sûr, avec qui je suis en contact de manière régulière, sur ce rapport et la remise de ce rapport. Alors évidemment, dans un laps de temps très court, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer à la fois ce qu'est ce rapport, et puis en même temps, puisque ça fait maintenant 1 mois et demi que ce rapport a été remis, donc en 1 mois et demi, il y a eu énormément, bien sûr, déjà de réactions. Donc je vais être obligé à la fois de synthétiser de ce rapport lui-même, et les motivations aussi de ce rapport, et puis bien sûr un petit peu les réactions qui ont lieu depuis maintenant plus d'1 mois et demi là-dessus. Alors tout d'abord, donc le président de la République m'avait demandé il y a 1 an en fait de réfléchir à une sorte d'inventaire d'état des lieux des relations entre la France et l'Algérie, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qui pouvait être fait dans différents domaines, pas simplement sur le plan économique ou sur le plan strictement sécuritaire, parce que ces relations existent bien sûr entre la France et l'Algérie, ça c'est une évidence, mais au-delà de ces 2 questions, essayer de réfléchir à ce qui bloque, c'est-à-dire la question mémorielle, le problème du rapport à l'histoire, le rapport au monde, le rapport aux événements, etc. Et pour essayer de trouver des points de passage, des passerelles qui permettent d'essayer d'avancer ou de régler, ou de tenter de régler, disons, ce contentieux franco-algérien. Après plusieurs mois d'hésitation, parce que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter cette mission, puisque je ne l'ai acceptée pratiquement qu'en juillet, donc il m'avait fait cette proposition en mars de l'an dernier, donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup hésité pour des tas de raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, parce que je pense que c'est très difficile en fait d'avoir une possibilité immédiate de réconciliation franco-algérienne. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité.
mais après beaucoup de réflexion et d'assistance, etc. Donc, j'ai fini par accepter de faire ce rapport de manière très brève, puisque j'ai travaillé quelques mois seulement, hein, de manière solitaire, bénévole, dans une situation difficile, puisque c'était le Covid, donc, comme vous le savez, donc, pour rencontrer environ une quarantaine d'associations et de personnalités, pour faire donc cet inventaire, cet état des lieux, et essayer de proposer des solutions. Alors, sur la question de l'inventaire et de l'état des lieux, vous le savez, l'Algérie, la guerre d'Algérie, c'est une question très importante pour la société française, parce que ça concerne des grands groupes porteurs de mémoire, bien entendu. Bien sûr, d'abord les soldats, là, parce que c'est le groupe le plus nombreux, les soldats français, le plus invisible aussi. C'est ceux peut-être qu'on entend le moins dans l'espace public. Alors, ils ont été plus d'1,5 million à aller en Algérie entre 1955 et 1962. Et donc, j'ai rencontré toutes les grandes organisations des soldats d'Algérie, enfin, qui ont été en Algérie, comme la FNACA, l'UNC, l'Union nationale des combattants, etc. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps avec eux, parce que c'est le groupe le plus nombreux, c'est le groupe le plus important. Ensuite, il y a un autre groupe très important, vous le savez, ce qu'on appelle les Européens d'Algérie, dans lesquels sont intégrés, bien sûr, les Juifs d'Algérie, hein, qui font partie de ce groupe, bien sûr, même s'ils ne sont pas fondamentalement, disons, totalement immergés ou enfouis dans ce groupe, parce qu'il y a une singularité, hein, des Juifs d'Algérie. Je n'y reviens pas, je ne peux pas m'attarder, hein, sur chacun des points que j'évoque, parce que sinon, alors là, on en a jusqu'à 23 heures minimum. Donc, la question des Européens, ce qu'on appelle les pieds noirs, hein, pour aller vite, à peu près 1 million de personnes, avec différentes associations, bien sûr. Et puis, il y a les harkis et leurs enfants, leurs descendants, etc. Là aussi, j'ai rencontré au moins 4 associations, dont l'une d'ailleurs par l'intermédiaire d'un membre du CRIF, que je remercie ce soir, qui m'a permis de rencontrer cette association. Et c'était très intéressant, très, très important, parce que j'ai découvert en fait que ces enfants ou petits-enfants de harkis en particulier avaient un attachement, pas simplement à la France, mais aussi très fort à l'Algérie. Ce que j'ignorais, enfin, l'attachement qui était le leur à cette histoire, à ce pays, etc. Et puis des sous-groupes. Il y a une multitude, vous savez, de sous-groupes qui sont rattachés à l'histoire de l'Algérie, bien sûr, les partisans de l'Algérie française, les partisans de l'indépendance algérienne, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de monde, et j'avais à peu près estimé à environ 7 millions de personnes sur le plan, disons, démographique direct, qui sont concernées, pardon, excusez-moi, qui sont concernés directement par la guerre d'Algérie. Donc c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires, de témoignages, etc., etc. Et à partir de là, j'ai décidé de faire une sorte d'état des lieux et d'inventaire à partir d'une réflexion qui est celle d'une temporalité différente sur la mémoire de l'Algérie en France. D'abord, une temporalité longue d'environ 30 ans à peu près, qui est celle de l'oubli de l'Algérie après 62. Je parle de l'après 62, parce qu'on m'a demandé de travailler, ce n'est pas de travailler sur l'histoire ancienne, mais sur l'après 1962, je précise. Donc une temporalité d'une trentaine d'années, qui est celle que je qualifierais d'oubli. C'était la question de l'oubli, de l'intégration dans la société française, trouver du travail, s'intégrer, et à partir de là, la question de l'Algérie, de la guerre, etc., existait bien sûr, mais essentiellement dans l'espace privé, mais pas et très peu dans l'espace public, avec une très faible production de cinéma, de films, de documentaires, d'essais, d'ouvrages, etc., etc. Et puis une seconde période, qui est la sortie d'oubli, et que j'ai caractérisée comme une sortie d'oubli, mais avec une guerre des mémoires. C'est-à-dire le fait que la sortie d'oubli ne s'accomplissait pas de manière sereine, mais en l'absence d'un consensus culturel et politique sur la question, eh bien, la sortie d'oubli s'effectue, selon moi, par une sorte de séparation des mémoires, de ce que j'ai appelé de communautarisation des mémoires. Et cette séparation des mémoires qui conduit à des affrontements à partir de récits reconstruits, de récits fantasmés quelquefois, qui fabriquent, disons, des attitudes, des comportements, dans ce que j'ai appelé dans mon rapport et dans un autre livre qui s'appelle « Les mémoires dangereuses », c'est-à-dire le fait qu'on ne redécouvre pas son histoire pour aller chercher, disons, un apaisement, mais au contraire pour se fortifier, pour construire, disons, des stocks d'arguments permettant de poursuivre, disons, une sorte de guerre imaginaire à l'intérieur de la société française. Donc voilà les deux temporalités
donc l'oubli, la sortie de l'oubli et les mémoires dangereuses à l'intérieur de la société française. Et à partir de donc cet inventaire très long, je l'ai ponctué par toute une série de déclarations des chefs d'État français sur l'Algérie, car tous ont produit des discours, contrairement à ce qu'on croit. Pratiquement tous ont produit, écrit des choses, ont prononcé des discours très importants. Alors, je me suis surtout concentré sur les derniers chefs d'État français. Jacques Chirac, bon, qui est allé en Algérie en 2003-2004. Il y avait, disons, la possibilité d'un traité d'amitié à l'époque entre la France et l'Algérie qui a capoté en 2005. Puis ensuite Nicolas Sarkozy, qui a été en Algérie aussi et qui a prononcé un discours très important que je reproduis intégralement dans mon rapport parce que ce discours est très peu connu. C'est le discours de Constantine où Nicolas Sarkozy a condamné très très violemment le système colonial, ce que les gens en France ignorent parce qu'il y avait peut-être un discours pour la France métropolitaine, peut-être un discours pour l'Algérie, mais là à l'heure du numérique, les choses n'existent plus de cette manière. Je veux dire, les choses circulent. Et un discours prononcé en Algérie est immédiatement, bien sûr, connu en France. Et ce discours de Nicolas Sarkozy était très important, en fait. C'est un discours de condamnation. Puis le discours de François Hollande à Alger en décembre 2012. Et enfin, bien sûr, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Donc on a par conséquent, et j'avais expliqué ça dans mon rapport, on a par conséquent toute une série, en fait, par les chefs d'État français, de condamnation de ce qu'était le système colonial. Et à partir de là, mon propos, c'était de dire, dans le fond, les choses ont déjà été formulées, ont déjà été expliquées par les différents chefs d'État. Donc la question maintenant, c'est de dépasser le problème des condamnations, de dépasser la question des excuses, de dépasser la question de la, comment dirais-je, de ce qu'on a appelé entre guillemets la repentance, mais d'essayer de trouver des passerelles, d'essayer de trouver des points de passage. Et j'ai fait ensuite une sorte d'inventaire de possibilités, disons, de passages qui peuvent exister sur des questions très importantes. Alors bien sûr, il y avait d'abord la question des archives, parce que vous le savez peut-être, l'Algérie réclame, disons, les archives à la France, etc. Donc j'ai expliqué, j'ai fait un inventaire, j'ai travaillé pour ça avec la direction des archives nationales et le patrimoine, la direction du patrimoine en France. Or, j'ai expliqué dans mon rapport qu'une grande partie des archives de l'Algérie avaient déjà été restituées à l'Algérie, ce que les gens ne savent pas. Et donc c'est dans mon rapport. Et par contre, il y a d'autres types d'archives qui peuvent être négociées dans une commission mixte qui peut, disons, être activée, se mettre en place, etc. Mais je fais déjà dans mon rapport un premier inventaire, disons, des archives déjà existantes et qui se trouvent déjà, disons, en Algérie, etc. Ça, c'était pour moi d'ailleurs une surprise dans ce travail avec les archives nationales. Par parenthèse, dans les polémiques qui ont eu lieu après sur mon rapport, notamment venant d'Algérie, il n'y a jamais d'allusion à ce travail que j'ai fait de recension archivistique, alors que ça occupe une grande partie de mes annexes. Je veux dire, le travail sur les archives m'a occupé beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui sont situées dans les annexes. Il y a aussi la question des disparus algériens, mais des disparus européens de cette histoire. Bon, je ne peux pas m'attarder encore une fois sur chacun des points, mais c'est des questions très sensibles, des questions très importantes qui empêchent le travail du deuil familial. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont disparu, notamment pendant la guerre d'Algérie. Donc, je proposais de faire une sorte de guide des disparus en commun et ce travail a déjà commencé d'ailleurs du côté français, c'est très important. Il y a toute une série d'associations de victimes des disparus qui existent et donc c'est de poursuivre et d'amplifier ce travail. Et puis aussi, bien sûr, il y a d'autres inventaires. Encore une fois, je regarde l'heure, je vois déjà qu'il est, ça va vite, c'est pour ça, parce qu'il y a d'autres choses il y a d'autres propositions, disons, d'autres préconisations que j'ai faites, par exemple faire une stèle à la mémoire de l'émir Abdelkader qui a été, comme vous le savez, retenu captif à Amboise, ce qui a suscité là aussi beaucoup de discussions en Algérie et de rejet d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi, c'est-à-dire ce héros entre guillemets algérien n'appartenant qu'à l'Algérie, était hors de question de faire, disons, une stèle d'hommage à la personnalité de l'émir Abdelkader qui, soit dit en passant, bien sûr, a été un résistant, un opposant à la présence française, mais qui ensuite a été une personnalité culturelle et sur le plan, j'allais presque dire mystique, très importante et très originale. L'émir Abdelkader est un personnage qu'il faut absolument redécouvrir, c'est un personnage très important, y compris pour les jeunes générations en France, qui ne savent pas ce qu'était l'émir Abdelkader, qui était à la fois bien sûr un opposant à la France, mais ensuite
un franc-maçon, c'est l'histoire, c'est la vie de l'émir Abdelkader, un rationaliste et un mystique religieux, y compris de l'islam, bien sûr. Et donc, ce personnage très ambivalent, très intéressant, que je me proposais, disons, de restituer dans tous ces aspects. Bon, ça a été là aussi très discuté, après coup, très rejeté, etc. Bon, moi, j'ai essayé de trouver, encore une fois, des points de passage à travers des personnages emblématiques, hein, qui permettaient de réconcilier, disons, sur les deux rives de la Méditerranée. Alors, il y a d'autres préconisations, bon, par exemple, celle portant sur les essais nucléaires. La France a fait un certain nombre d'essais nucléaires, y compris après l'indépendance de l'Algérie jusqu'en 1966. Donc là aussi, le problème de la décontamination des sites, donc pourquoi pas, à travers une commission d'experts qui pourraient aller sur le terrain, etc. etc. Et puis, dernier aspect, peut-être qui concerne davantage la communauté juive, qui est un aspect extrêmement important, c'est le problème de l'entretien des cimetières juifs en Algérie, qui est un très gros problème, bien sûr, avec la proposition que les ambassades de France en particulier, les consulats, pardon, prennent en charge, disons, l'administration, l'amélioration, disons, de ces cimetières, avec une proposition venant d'une association d'ailleurs, hein, très intéressante comme association, une proposition de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du cimetière européen et juif de Saint-Eugène, en Algérie, qui est un immense cimetière, très beau, hein, en bas de Notre-Dame d'Afrique, qui surplombe la baie d'Alger, qui est un lieu absolument magnifique, et donc de le proposer, ce que j'ai fait dans mes propositions, au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon. Voilà, je ne peux pas tout citer parce que ce serait encore une fois trop long, et pour arriver directement à la dernière partie de cette courte intervention, puisque ce rapport a été remis il y a maintenant 1 mois et demi, donc entre-temps, bien sûr, il y a eu des réactions. Alors, il y a eu des réactions intéressantes de gens qui ont dit, grosso modo, tout n'est pas parfait, mais il y a des pistes, mais il y a des brèches qui s'ouvrent, donc il faut en profiter, et certains donc, se sont emparés de tel ou tel aspect, hein, de mon rapport pour avancer, hein, disons, sur un certain nombre de points, bon, les cimetières, les essais nucléaires, les disparus, etc., etc. C'est le cas en particulier d'un certain nombre d'associations en France, hein, disons-le carrément de gauche comme de Parti socialiste, de la Fondation Jean Jaurès, qui disent grosso modo, il y a là la possibilité, disons, de discussion, de débat. Le Parti communiste aussi a suggéré, disons, de fait de s'emparer d'un certain nombre de points, de préconisations. La droite classique française ne s'est pas exprimée sur ce rapport, très peu, il n'y a pas eu de position, disons, des républicains, et l'extrême droite, naturellement, a expliqué que ce n'était pas possible de se réconcilier avec l'Algérie. Ce n'est pas possible parce que le FLN a pris le pouvoir, c'est devenu un parti autoritaire, donc il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas, donc on ne peut rien faire, hein, grosso modo, avec l'Algérie d'aujourd'hui. Donc le rapport, naturellement, est à rejeter. Mais les réactions venant d'Algérie n'ont pas été très favorables. Hein, ça a été là aussi, c'est ça qui est une surprise, c'est que dans la mesure où il n'y avait pas dans mon rapport une stratégie dite de repentance, mais une stratégie dite de travaux pratiques, c'est-à-dire de passer à l'exercice des travaux pratiques, alors évidemment, il y a eu des réactions en France venant du camp de l'ultra-gauche, pour aller vite, hein, de personnes, c'est même pas l'extrême gauche, disons que c'est l'ultra-gauche, qui, disons, ont qualifié ce rapport, disons, de mise sur le même plan du colonisateur et du colonisé, donc il faut le rejeter en bloc, il n'y a rien à en se tirer, etc. Moi, je ne vais pas citer les noms de ces personnes qui sont connues, hein, un certain nombre, entre guillemets, d'universitaires d'ailleurs, hein, qui ont été très, très virulents contre le rapport et qui ont été ensuite, ces propos répercutés en Algérie, hein, dans la presse dure, disons, en Algérie, notamment arabophone, en disant ce rapport, dans le fond, on ne peut rien en faire parce que, disons, il faut d'abord présenter des excuses, faire repentance, et après, donc c'est posé comme une sorte de préalable, en fait, hein, et après, on pourra discuter de tous les points de préconisation, mais on ne peut pas en discuter avant. Je schématise, hein, naturellement la position. Je schématise parce qu'il y a eu quand même en Algérie, maintenant depuis une semaine, une sorte de renversement de tendance. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intellectuels en Algérie et en France qui ont commencé à dire, algériens, qui ont commencé à dire on ne peut pas rejeter tout en bloc, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Il faut peut-être aussi discuter pratiquement
de ce qu'on peut faire, notamment par rapport aux enfants de l'immigration algérienne en France. Ils sont très nombreux, hein, plusieurs millions en France. Hein. Et donc, on ne peut pas continuer à être dans une stratégie du tout ou rien, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, etc., etc. Donc, il y a une modification qui est en train de s'opérer, hein, parmi les, comment dirais-je, parmi les Algériens ou descendants d'Algériens, etc. Et puis, enfin, il y a les réactions que j'attends toujours, je vous le dis franchement, du président de la République qui a fait un premier communiqué le 21 janvier, 22 janvier, je ne sais plus exactement, qui a approuvé le rapport, hein, de manière très claire, hein, c'est une déclaration officielle d'Emmanuel Macron qui dit voilà, il y a une méthode, une voie à suivre, il faut essayer de l'emprunter maintenant et avancer vers une réalisation pratique des choses. Mais depuis ce communiqué officiel, hein, de l'Élysée, qui est consultable, hein, sur le site de l'Élysée, là, pour l'instant, disons, je ne vois pas encore se dégager des, comment dirais-je, des aspects concrets de préconisation. Enfin, j'espère que ça va se faire, peut-être, mais pour l'instant, je crois qu'il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de discussions, notamment avec les autorités algériennes, etc. Et pour l'instant, disons, je ne vois pas encore se dessiner des aspects directement concrets. Hein. J'anticipe, hein, par rapport aux questions qui pourront être posées, parce que je n'ai pas de réponse concrète à des propositions concrètes, pour vous dire la vérité, à l'étape actuelle, c'est à ce soir. Hein, je ne peux pas vous dire, voilà, ça y est, il va y avoir une commission qui se réunit sur les archives, une commission qui va se réunir sur les essais nucléaires. Bon, c'est des questions très sensibles, hein, qui touchent naturellement au problème de la sécurité intérieure française, etc. Donc, il y a toute une série de choses comme ça qu'on pourrait immédiatement mettre en œuvre, mais pour l'instant, visiblement, il y a des tas de stratégies de négociation qui m'échappent un peu. Moi, vous savez, j'ai fait un rapport, ce n'est qu'un rapport. Je préfère le préciser d'entrée de jeu parce que ce n'est qu'une série, une sorte de réflexion générale et de propositions. Maintenant, il est évident que c'est au pouvoir politique, hein, de mettre en œuvre, disons, la résolution de l'ensemble de ces préconisations. Voilà, j'en ai terminé. Il est 25, donc j'ai légèrement débordé. Comme ça, on pourra discuter jusqu'à 19h15. Voilà, je vous remercie en tout cas. Nathan. Merci Benjamin pour effectivement ce propos introductif qui permet d'embrasser largement la question du rapport, de son origine et de sa réception. Alors, bon, on va ouvrir le bal des questions. Pour commencer, j'avais de mon côté deux questions que je souhaitais te poser. La première a un lien avec ton identité juive, qui est un fait public. Et donc, sans vouloir ni te réduire, ni t'assigner uniquement à cette identité, j'avais trouvé intéressant que la circulation mémorielle entre la France et l'Algérie passe par le recours à un historien juif. Et je voulais savoir dans quelle mesure cette dimension-là te paraît au quotidien dans ce travail un facilitateur ou au contraire un obstacle, puisque j'ai eu la gentillesse de partager avec moi un certain nombre de réactions antisémites qui ont surgi en Algérie, mais aussi en France, par rapport au rapport. Et donc, je voulais t'entendre également sur ce point. Et puis, la deuxième question, elle est liée à la réception du rapport par les harkis. On a eu le sentiment qu'il y a eu une déception assez grande auprès des harkis, au sein des harkis, avec le sentiment d'avoir été d'une certaine manière négligé. J'ai vu que tu avais réagi par ailleurs dans une interview en disant que tu aurais éventuellement pu renforcer ce point-là, mais je voulais également te donner la parole sur ce deuxième aspect. Alors, je réponds tout de suite du tac au tac. Oui, c'est mieux. Très bien. Bien sûr. Alors, sur le premier aspect, bon, c'est de notoriété publique. Moi, je suis juif, je l'ai toujours proclamé, je l'ai écrit. Et j'ai dans ma bibliographie, il ne faut pas oublier aussi le travail que j'ai fait avec Abdelwahab Meddeb, c'est l'histoire des relations entre juifs et musulmans, qui a eu un énorme écho. Hein. On en a vendu 15 000, ça a été traduit aux États-Unis, donc c'est un travail qui a eu un immense écho. Donc il n'y a pas chez moi de dissimulation à avoir sur qui je suis et où je vais, etc. Alors peut-être que ça a joué dans un sens à la fois positif et négatif, pour être franc. D'abord, le sens positif, c'est que pour beaucoup d'Algériens, notamment de la vieille génération, ils savent que j'appartiens à l'histoire de ce pays. À travers moi, ce n'est pas moi personnellement, bien sûr, mais c'est l'histoire de la communauté juive qui appartient à cette histoire depuis 2000 ans. Et même si l'histoire officielle algérienne continue de nier cette appartenance, cette histoire, à reconstruire des récits mythologisés sur le rapport à l'arabité, en niant, bien sûr,
par parenthèse, cette négation du judaïsme, elle s'accompagne, c'est une parenthèse que je fais, de la berbérité, parce que c'est lié. Je veux dire, la berbérité était très ancienne et les tribus et les familles juives berbères étaient majoritaires en Algérie, beaucoup plus d'ailleurs que ceux venant d'Andalousie. Parce que je sais que les Juifs d'Algérie aiment bien se sentir descendants d'Andalous. Ça fait naturellement, je l'ai entendu moi-même étant enfant, j'étais bercé par ces récits andalous, et à travers la musique notamment, mais ce n'était pas la réalité vraiment. La réalité, c'est qu'ils étaient fondamentalement venant, disons, comme on appelle le Moyen-Orient, d'Israël, mais ils étaient berbères, fondamentalement. C'était l'immense majorité était berbère. Donc, fermons cette parenthèse. Donc, la négation du fait berbère entraînait forcément la négation du fait juif dans le récit historique. Donc, cette question de l'appartenance à une histoire, elle ne peut pas être contestée par une grande partie, disons, des Algériens qui ne peuvent pas dire « Ah, il ne le connaît pas, il ne le sait pas, etc. » Ce n'est pas possible, compte tenu de mon histoire, de mes traditions, de ce que j'ai raconté dans mes ouvrages, etc. Mais en même temps, bien sûr, ça ne facilite pas les choses parce qu'il y a effectivement, je l'ai dit à Jonathan, il y a un antisémitisme qui existe en Algérie. À la réaction de mon rapport, il y a eu disons, enfin, je lui ai passé les articles, ce n'est pas la peine qu'on s'attarde là-dessus. Bon, il y a eu des articles très antisémites sur moi, sur ce qu'ont fait soi-disant les Juifs en Algérie en mai 1945. Tout ça, ce sont des folies historiques. J'en ai discuté notamment avec Mme Cohen-Haddad, qui s'occupe du comité du 8 novembre 1942, parce que vous savez que la majorité des résistants en Algérie en 1942 étaient juifs. Bon, c'est l'immense majorité, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que c'était le régime de Vichy, tout simplement, et que tous les juifs d'Algérie étaient contre Vichy, pour des raisons que vous connaissez. Donc, à partir de là, il y a eu une espèce de campagne contre moi sur cette question-là, qui a été absolument épouvantable, et puis qui s'est arrêtée là depuis une semaine, mais c'était très très dur. Donc il y a à la fois le fait que pour des Algériens, ils savent de quoi je parle, et ça, ils peuvent pas me délégitimer par rapport à ça, c'est pas possible. Mais en même temps, il y a la question de l'antisémitisme, la question du rapport à Israël en Algérie, vous savez, qui est très dur. C'est pas le Maroc, ça, je ne peux pas rentrer dans tous les considérants que j'avance. Et le sentiment, bien sûr, que avec la normalisation des rapports entre Israël et le Maroc, que vous connaissez tous, il y a le sentiment, disons, pour une partie des autorités algériennes, d'une sorte d'isolement politique. Je veux dire, par rapport au fait que le Maroc, ce n'est pas n'importe quel pays quand même. Au Maghreb, c'est quand même très, très important. Bon, à partir de là, vous le savez, il y a eu les Émirats, il y a toute une série de discussions qui se mènent, etc. Et donc, les Algériens, le sentiment d'une sorte, disons, pas de complot, mais pas loin. Vous savez, le complotisme n'est jamais très loin de ce genre de truc. Donc, pour certains, je ne dis pas tous, mais pour certains, ce rapport intervient au moment où la reconnaissance par le Maroc d'Israël, qu'est-ce à dire, Stora, les Juifs, etc. Enfin bref, vous savez, ces histoires comment dirais-je, de complotisme politico-culturel, c'est difficile de s'en défaire quand on a baigné là-dedans pendant très très longtemps. Donc ça, c'est un aspect. Donc à la fois, pour répondre à Jonathan, à la fois c'est le fait d'être un Juif d'Algérie, ça facilite, et à la fois non, bien sûr, parce que c'est compliqué. C'est une chose qui est difficile pour des Algériens qui, malheureusement, pour les jeunes générations, je dis bien les jeunes générations, ont été éduqués et élevés sans la connaissance d'une histoire juive à l'intérieur de l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas des Marocains, ce qui n'est pas le cas même des Tunisiens, ce qui n'est pas le cas des Égyptiens, ce qui n'est pas le cas des autres pays arabes. Je veux dire, vraiment, l'Algérie présente cette singularité extraordinaire à l'intérieur du monde arabe, où ce qu'on appelle le monde arabe, en fait c'est berbère, cette particularité, disons, où l'histoire juive n'existe pas dans l'histoire nationale. Parce qu'on était français en Algérie, on n'était pas juifs, on était français. Après le décret Crémieux, bien entendu, mais l'histoire juive ne se réduit pas à l'histoire du décret Crémieux. C'est une histoire qui est bien antérieure, je veux dire, à cette histoire-là. C'est ce qu'on racontera d'ailleurs dans une exposition à l'Institut du monde arabe qui va se tenir en novembre 2021. Donc voilà, les deux aspects se mêlent, les deux aspects contradictoires. Francis veut dire. Mais si tu me permets juste de rebondir là-dessus, puis ensuite on passera la parole, juste parce que est-ce que justement il n'y a pas une histoire, est-ce qu'il n'y a pas un avant et un après le décret Crémieux dans la relation entre les Juifs et les musulmans en Algérie?
Alors ça pourrait faire l'objet de tout un colloque, un séminaire pendant 3 heures, hein. Bien sûr qu'il y a un avant et un après, on ne peut pas dire le contraire, c'est évident. Il y a un avant-après, pas simplement par le fait que les musulmans ont eu le sentiment, je parle des élites, hein, musulmanes, ont eu le Oui. sentiment de n'avoir pas été intégrés dans la nation française. Bon, d'ailleurs, par parenthèse, un certain nombre de responsables de la communauté juive d'Algérie ont combattu pour l'extension du décret Crémieux, hein, c'est-à-dire y compris adressé aux élites musulmanes. C'est pour ça qu'ils avaient soutenu, par exemple, le projet Bloom-Violette. Bon, je ne peux pas raconter tous les détails de toute cette histoire, mais il y a aussi le fait qu'il y a un après parce que l'extrême droite européenne s'est emparée de cette question pour demander l'abrogation du décret Crémieux. Ça a été une campagne menée pratiquement de 1880 à 1940. Ça a été une campagne incessante pour l'abrogation du décret, avec des moments très violents en Algérie, à Oran en 1898, le saccage des synagogues, l'élection de Drummond comme député d'Alger. Il ne faut jamais oublier que Drummond était un député d'Alger, je veux dire avec Max Régis, avec bien sûr ce qui se passait à Constantine, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on a par conséquent aussi eu une sorte d'instrumentalisation par l'extrême droite européenne classique, jusqu'aux Croix de Feu, en passant par toute une série d'organisations, qui ont voulu absolument aussi séparer les Juifs des musulmans pour les dresser les uns contre les autres. C'est ce qui s'est passé aussi à Constantine en 1934, hein, avec le fait que l'armée est restée l'arme au pied pendant 3 jours et que le maire de Constantine, Morino, n'a pas donné l'ordre, disons, de rétablir l'ordre dans cette ville où 25 Juifs ont été assassinés. Donc il y a aussi les deux aspects, hein, je veux dire, qui ont joué, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect, bien sûr, venant du monde musulman lui-même, mais il y a l'aspect aussi venant du monde européen, qui ne se sont pas tous félicités, disons, de l'entrée des Juifs dans la cité française. Ce n'est pas vrai. Ça a été très violent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une majorité de Juifs d'Algérie, même l'immense majorité, se sont à l'époque abrités derrière les républicains français, qui, eux, étaient pour le décret Crémieux. C'est pour ça qu'ils étaient tous devenus des républicains. Sinon, c'est incompréhensible, hein. Je veux dire, c'est l'histoire réelle qui s'accomplissait à l'époque, etc. Deuxième aspect, pour aller vite sur la question des harkis, bon, moi j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais avant de répondre à la question précisément, il y a toute une série de groupes qui, eux aussi, se sont considérés comme négligés ou pas assez suffisamment représentés dans le rapport. Je citerai par exemple les descendants des victimes de Sharon. Vous savez, ils ont une association, bon, je n'ai pas mentionné leur existence, l'association des victimes de l'OAS, bon, il y en a eu qui ont été assassinés, hein, en Algérie par l'OAS de gauche, d'ailleurs un certain nombre de juifs d'ailleurs qui étaient des libéraux, hein, c'est des choses peu connues, hein. Bon, évidemment, ils m'ont envoyé une lettre, disons, de protestation parce que je n'ai pas suffisamment pris en compte leur bataille. Vous savez, il y a toute une série de batailles de mémoire, etc., etc. Il y a toute une série aussi d'associations d'enfants d'immigrés qui ont fait moins de bruit que les enfants de harkis dans l'espace public, mais qui, dans l'espace privé, disons, on dit vous n'avez pas assez parlé de nous, quoi. C'est-à-dire nos souffrances, le racisme, les banlieues, l'éducation nationale qui n'a pas suffisamment développé ces questions-là, etc., etc. Donc je pourrais comme ça continuer l'énumération, et on en arrive effectivement aux enfants de harkis, qui, eux, ont fait effectivement cette déclaration des deux femmes, Fatima Besnassi et Dalila Kershouch, qui ont fait cette déclaration dans le monde, qui a eu un gros écho médiatique, ce qui n'a pas été le cas de toutes les autres associations que j'ai mentionnées. Tout ça pour vous dire que ce rapport à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, est une complexité extrême. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois n'oublier aucun groupe. Et c'est ça qui est très difficile. On est sur une ligne de crête compliquée, quoi. Si j'avais développé, parce que j'ai parlé pas mal des Juifs d'Algérie dans mon rapport, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai fait 2 pages, hein, mais on me l'a reproché. J'ai reçu je ne vais pas en parler parce que des associations de pieds noirs d'extrême droite qui disent pourquoi vous faites 2 pages sur les Juifs d'Algérie. J'ai parlé de Raymond, j'ai parlé de tas de gens, etc. Ils disent mais il y a moins sur nous, les pieds noirs, parce que c'est normal parce que vous êtes juifs. Bon. Donc je ne sais pas si vous voyez la complexité de la chose, c'est-à-dire on est vraiment à chaque fois sur quelque chose qui est très très difficile à avancer parce qu'il faut à la fois parler de tout le monde, et j'ai parlé des harkis. C'est ça que je trouve profondément injuste parce que j'en ai parlé dans mon rapport et j'ai fait une préconisation qui est la libre circulation des harkis entre l'Algérie et la France et l'Algérie, qui est loin d'être satisfaite. Alors bon, ils ont balayé ça d'un revers de manche en disant « Ah, c'est pas important cette question-là », mais c'est très important.
pour les gens qui circulent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Ce n'est pas une petite question, c'est des choses très graves qui touchent aussi au problème du rapatriement des corps, le problème du deuil, des cimetières, etc. Ce n'est pas une petite question. Donc bon, enfin bref. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a aussi la part, disons, du ressentiment, de mémoire blessée, de rumination, qui existe derrière toute cette histoire, qui fait que, pour aller vite, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une réconciliation totale est, de mon point de vue, littéralement impossible aujourd'hui. Voilà, pour vous parler franchement, hein, j'espère que tout ça n'est pas diffusé dans le monde entier. Pas encore. J'espère, j'espère. Mais je ne pense pas, franchement. Je pense pas qu'on puisse établir un traité d'amitié, de réconciliation sur l'ensemble de ces points que j'ai très rapidement évoqués. Les mémoires sont extraordinairement meurtries encore sur toutes ces questions-là. Et pour essayer de réparer, de guérir, d'avancer, encore une fois, il faut trouver tout simplement des points pratiques, des points très simples. Et le dossier est lourd quand même. Le contentieux est lourd quand même. Je parlais tout à l'heure des cimetières, c'est un dossier très lourd. Ce n'est pas un petit dossier. Donc prenons les dossiers les uns après les autres, plutôt qu'à chaque fois, comment dirais-je, de s'extraire comme communauté du reste. Et alors là, on ne s'en sortira jamais, parce que là, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que chaque communauté ou sous-groupe va vouloir, disons, s'élever au-dessus ou à côté des autres, et on n'arrivera pas, disons, à traiter. La question, c'est qu'il faut avancer pas à pas et faire une sorte d'exercice ou de travaux pratiques sur ces questions-là, plutôt que d'essayer de vouloir tout régler en même temps. Je ne pense pas que ce soit possible, très franchement, je pense pas. On passe aux questions, Jonathan. Oui, alors on va prendre des questions. Je vois 3 questions de mes collègues vice-présidents Gérard Ringer et Gilles Taïeb, et puis de Roger Feinzilberg. Gilles Taïeb, d'accord, je le salue. Hein. Je n'ai pas cité son nom tout à l'heure, parce que je ne savais pas qu'il était là ou pas. Voilà, donc bon, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions. Je crois que dans l'ordre, c'était Gérard qui avait demandé en premier, je crois. Gérard. Bonsoir Benjamin, merci pour cet exposé. 2 questions tout à fait distinctes. La première concerne le gouvernement algérien. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le ressentiment contre la France est un peu le fonds de commerce des gouvernements algériens depuis 1962, puisqu'il est dominé par des généraux, des anciens du FLN, des anciens combattants qui n'ont de raison d'être que dans une hostilité permanente à la France. Alors, ce n'est pas le cas de la population algérienne, pour autant que j'ai pu le constater. La deuxième question est tout à fait différente. Elle est pas liée directement au rapport, puisque ce n'était pas le sujet. C'est pour moi l'enseignement de la colonisation et de la conquête de l'Algérie qui me semble largement problématique. Quand j'étais gamin dans les années 50, on m'expliquait que les soldats chantaient « As-tu vu la casquette du père Bugeaud ?» Oui, le père Bugeaud, c'est un criminel qui enfumait les Arabes dans des grottes, et la colonisation ne s'est pas faite dans la joie et la bonne humeur, pour autant que je le sache, puisqu'il y a eu énormément d'expulsions de terres, énormément de villages détruits, et que le seul qui ait compris quelque chose à l'Algérie, c'était Napoléon III. La République n'a pas été brillante, et beaucoup de républicains bontins ont compliqué la situation en faisant de l'Algérie une colonie de peuplement, ce qui est un cas unique dans la colonisation française. Alors, est-ce qu'on ne peut pas enseigner un peu mieux aux petits Français, quelle que soit leur origine, ce qu'a été la colonisation, et est-ce que ça ne contribuerait pas à limiter les plaies? Alors, 2 choses, très rapidement. Sur la première question, bien sûr, que les pouvoirs successifs en Algérie épuisent leur légitimité essentiellement dans la guerre contre la France. Je veux dire, c'est une source de légitimité très forte. Et à ce propos, j'ai parlé dans mon rapport de rente mémorielle. Vous savez, on parle beaucoup en Algérie de rente pétrolière, mais elle n'est pas la seule rente. Il y a aussi la rente mémorielle. Donc cette question-là doit être réglée, bien sûr, par les Algériens eux-mêmes. Et ils essayent, disons, de le régler, notamment par ce qui se passe avec les grandes manifestations populaires, parce qu'effectivement, cette question de la guerre, de l'histoire, etc.,
ils ont le sentiment qu'elle a été entièrement confisquée par le pouvoir algérien en vue de sa légitimation. Donc c'est le développement en cours actuel de la mobilisation populaire aujourd'hui en Algérie. Sur le deuxième aspect, j'ai rédigé un article qui va sortir dans la revue Historia le 15 mars sur la colonisation, c'est-à-dire précisément sur Bugeaud, etc., parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui en France. Par parenthèse, cette colonisation avait été d'ailleurs très bien documentée par beaucoup d'historiens français qui ont déjà écrit beaucoup là-dessus. Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron ont écrit beaucoup sur ces questions-là depuis 50 ans, 60 ans. Le problème, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les Français n'aient pas travaillé sur la conquête. Il y a eu beaucoup d'écrits sur la conquête, sur ce qu'a fait Bugeaud, Saint-Arnaud, enfin, je n'ai pas cité tous les Montagnac. Bon, c'est un processus extraordinairement sanglant de dépossession foncière, de déportation de population, etc. Et ça a été très bien documenté, je veux dire, par les historiens français. Le problème, c'est que toute cette question de la conquête, notamment, n'a pas été dans les manuels scolaires. C'est-à-dire qu'on a commencé à s'intéresser à cette histoire que par la fin, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. Et il y a eu toute la bataille pour commencer à partir des années 2000 à faire entrer la guerre d'Algérie dans les manuels scolaires. Ce faisant, toute la bataille sur la reconnaissance de la guerre d'Algérie a provoqué une sorte d'occultation, encore une, mais sur le début de cette histoire, l'origine de cette histoire, c'est-à-dire en fait la conquête qui a été absolument terrible entre 1832 et 1880, parce qu'elle s'est achevée, cette conquête, en 1902, avec ce qu'on appelle les territoires du Sud, le Sahara. Donc imaginez-vous que ça a duré 40 ans. La conquête de l'Algérie a duré 40 ans. On a du mal encore à percevoir cette espèce de longueur. Ceci dit, moi, je n'ai pas pu, si tu veux, dans mon rapport, parler de tout ça. Ce n'était pas possible. C'était un des reproches qui m'a été fait en Algérie, c'est de n'avoir pas détaillé, développé, argumenté, disons, sur tous ces événements dont je parle très, très, très rapidement, c'est vrai. Mais parce que ce n'était pas l'objectif non plus de mon rapport, d'écrire une histoire générale de la conquête de l'Algérie par la France, de son établissement par une colonie de peuplement, de son attachement au ministère de l'Intérieur, bref, de ce qu'a été l'Algérie française. J'avoue que faire tout ça en quelques mois, ce n'était pas possible. Moi, c'était simplement de signaler des pistes et à partir des pistes de réflexion, essayer de dégager des propositions. Et voilà, je pense que l'incompréhension en Algérie notamment, elle est venue de là. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient une histoire générale. Or, moi, mon propos, ce n'était pas de me substituer aux historiens algériens, d'ailleurs, pour écrire à partir de la France une histoire de l'Algérie. Je veux dire, c'est aussi la responsabilité en grande partie des historiens algériens d'écrire l'histoire de cette conquête à partir de leur famille, à partir des récits, etc., etc. Donc, il y a aussi tout ça qui entre en ligne de compte. Voilà. Ok, Roger maintenant qui avait demandé la parole. Oui, merci. Je voudrais bien sûr féliciter Benjamin pour ce travail. J'ai le sentiment que c'est une œuvre colossale à laquelle il s'est attelé avec toute une série de difficultés qui ont été notées tout à l'heure. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, si vous voulez, parce que j'ai connu l'Algérie ces 3 dernières années, j'ai eu l'occasion, pour des raisons professionnelles, de me rendre extrêmement fréquemment en Algérie et de rencontrer pas mal de monde. Et je dois dire que le sentiment que j'ai eu, c'est qu'au niveau des cadres, des jeunes diplômés, de l'administration, etc., la relation par rapport à la France, c'est quelque chose qui n'est pas représenté par l'attitude des autorités algériennes. Je veux dire, il y a un discours qui est celui des autorités et de tous ceux qui gravitent autour. Et par contre, au niveau de la population algérienne et notamment des jeunes générations, il faut rappeler aussi que l'Algérie est un pays extrêmement jeune, où ceux qui ont connu la guerre d'Algérie, malheureusement, pour l'essentiel d'entre eux, ont disparu. Quand je discutais avec des gens assez jeunes, quand ils me parlaient de ça, ils me disaient que c'était nos grands-parents, mais ils ne sont plus là. Nous, on a envie de passer à autre chose avec la France. Donc, une volonté, je dirais, d'établir des ponts, et ces ponts, de fait, sont établis. L'immigration, la présence de nombreuses familles algériennes, en partie en France, l'utilisation de tout ce
qui sont les médias français. Je veux dire, la télévision française est extrêmement consommée et regardée en Algérie. Et de ce point de vue, j'aurais tendance à dire que s'il y a un travail de mémoire à faire c'est pas aujourd'hui tellement en espérant que des choses évoluent par le sommet et par des accords donnés par les autorités algériennes, mais je crois que la télévision et la radio française en particulier doivent jouer un rôle, je dirais, extrêmement important de rappel là-dessus. Et je pense qu'il y aurait peut-être à préconiser des choses dans cette dimension. Il y a un point qui, il y a des questions, cher Roger. Alors, il y a une question, oui, il y a une question en particulier, c'est la question de l'immobilier, je dirais, du contentieux sur les propriétés immobilières des villes algériennes, qui n'est pas du tout évoqué. Et le sentiment que j'ai, c'est que c'est un sujet extrêmement sensible et qui bloque beaucoup de choses. Très honnêtement, je n'ai pas travaillé sur cette question-là. Effectivement, c'est un très gros sujet, ce qu'on a appelé les biens vacants en Algérie après 1962, c'est-à-dire l'occupation des biens vacants, les appartements, bien sûr l'agriculture, enfin tous ces aspects-là, et qui ont été réglés en grande partie directement par la France, de manière unilatérale, par ce qu'on appelle la stratégie d'indemnisation. Je veux dire, des gens qui déposaient individuellement, disons, des dossiers pour être indemnisés par, à l'époque, ce qu'on appelait le ministère des rapatriés. Dans les années 60-70 jusqu'aux années 80, il y avait toute une série de lois cadres qui ont permis, disons, d'engager un processus d'indemnisation, etc. Mais ça ne réglait pas sur le fond, ce que vous soulevez, qui est très très juste, mais ça ne réglait pas sur le fond la question de l'appartenance juridique, c'est évident. Mais ça a été réglé de manière unilatérale par la France, en grande partie par le biais des indemnisations, c'est-à-dire des questions financières. Donc c'est entre ces deux aspects-là que moi, sur ces deux aspects-là, que moi j'ai pas évidemment travaillé. Je sais que c'est un gros sujet, que c'est un gros problème, et n'ajoutons pas, pour être franc, des contentieux à des contentieux, quoi. Si on veut avancer sur ces questions-là, je sais que celle-là est très importante, mais j'ai essayé de dégager des points de passerelle possibles, de faire, disons, un rapport des possibles, en fait, fondamentalement, plutôt que des choses comme ça qui sont très, très difficiles à régler. Alors, je crois qu'il y a au moins 4 mains levées. Il y a Gilles qui va parler tout de suite. Ensuite, j'ai Sybille, Albert Marcia, Perle Adanan. Alors, Gilles. Il y a Jacqueline London aussi qui voulait prendre la parole. Ah oui, parce qu'elle lève la main par l'écran et je n'arrive pas à la voir. Bien. C'est moi là? Oui. Toi, Gilles. Eh bien, alors déjà, je voulais saluer Benjamin et le féliciter pour ce travail et surtout l'axe qu'il a pris en ne rentrant pas dans ce dossier des repentances qui aurait fait à nouveau saigner une plaie qui n'est loin d'être cicatrisée, parce que pour beaucoup, comme l'ont dit les uns et les autres, elle est entretenue pour des intérêts X et Y. Je voulais, Benjamin le sait, je suis très, très attaché à la jeunesse harki et aussi aux jeunes Kabyles qui vivent aujourd'hui en France. Et je sais que Benjamin en a rencontré. Et donc, la réaction qui a été celle de ces deux femmes harkis qui ont eu publication, qui a attaqué ce rapport, ne correspond pas, je pense, à ce qu'une certaine quantité, en tout cas, de harkis ont pensé et de ton rapport, puisque pour beaucoup, évidemment, leur combat est plutôt celui de la reconnaissance par la France du fait harki, et pas trop par ils ne demandent pas beaucoup de choses à l'Algérie. Eux, ils demandent à la France, en tout cas, d'être reconnus pour ce qu'ils ont été, pour être des Français qui ont servi la France, pour avoir leurs combattants ou leurs morts qui soient honorés. Et ils ont ce sentiment difficile d'avoir été abandonnés deux fois par la France, au moment où elle les a lâchés et au moment aujourd'hui encore où on parle de ce peuple, de cette population qui est en France et qui n'est pas reconnue. Donc ça, c'est déjà une chose. Et je voulais savoir aussi, quelle a été comment tu as ressenti la réaction au niveau de la jeunesse kabyle, qui, elle, a une autre approche, même quand tu as abordé tout à l'heure,
même par rapport au fait que le Maroc se soit rapproché d'Israël. Aujourd'hui, la jeunesse kabyle, pour beaucoup en tout cas, regarde un peu avec envie ce rapprochement et aimerait bien que l'Algérie abandonne son idéologie pour comprendre une réalité aujourd'hui qui existe. D'abord, un grand merci à Gilles. Je n'ai pas prononcé son nom tout à l'heure, mais c'était de lui dont il était question lorsque j'ai parlé des rencontres avec des associations, disons des mouvements entre guillemets jeunes harkis, qui sont plus si jeunes que ça, parce que c'est des gens de 50 ans. Hein, donc c'est plutôt leurs enfants, les petits-enfants de harkis qui sont très jeunes, mais eux ont 50 ans, 55 ans, etc. Je pense effectivement que la réaction dans ce qu'on appellerait le monde harki, qui est très divisé, hein, c'est un monde extrêmement fracturé, c'est très très difficile à avoir des rapports avec beaucoup d'associations parce qu'il y a beaucoup de batailles entre eux depuis de très nombreuses années. Hein. Vous savez, les harkis ont été une communauté ravagée par l'histoire, hein, qui ont été pris dans la tourmente de l'histoire, dans la tenaille de l'histoire, abandonnés par l'armée française alors qu'ils avaient placé tous leurs espoirs en la France, quoi. Je veux dire, c'est la vérité. Bon, abandonnés par le général de Gaulle et ensuite regroupés dans des camps je ne vais pas ici faire toute l'histoire, Rivesaltes, etc. Ce sont des choses absolument épouvantables, qui fait qu'il y a eu, à la différence des Pieds Noirs, à la différence des Européens, d'Algérie au sens large, il n'y a pas eu véritablement aussi le dégagement d'une élite intellectuelle, hein, je veux dire, venant de cet univers, parce qu'ils ont été broyés socialement, tout simplement. Ils étaient mis en situation de dépendance, de tutelle, de ghettoisation, hein, carrément. Il faut dire les choses, parce qu'il y a eu des révoltes énormes dans ce qu'on appelle les camps, hein, de harkis dans les années 80. Donc, ce n'est pas très loin, il n'y a pas très longtemps. Donc, par conséquent, le ressentiment est très fort. On a un ressentiment qu'on a du mal même j'allais presque dire, à calmer, quoi, tellement il est violent, tellement il est fort. Et effectivement, qui n'est pas tellement tourné en direction des Algériens. Je veux dire que le ressentiment, il est très fort en direction de la France. C'est aussi ça, pour moi, une grande découverte. Hein, parce que moi, dans le fond, ce que j'avais fait comme proposition de la libre circulation avec l'Algérie, ils ont dit, grosso modo, l'Algérie, c'est l'Algérie, ça. Mais le problème, c'est la France. Le problème, c'est la question française. Et ça a été pour moi, là aussi, vous savez, ça fait partie des surprises, hein, que j'ai eues en faisant ce rapport. Hein, c'est la découverte d'un certain nombre de choses, dont celle-là. Hein, c'était pour moi une grande découverte. Et peut-être qu'effectivement, je n'ai pas suffisamment développé sur cet aspect-là, même si j'en ai parlé, bien sûr, mais je n'ai pas suffisamment développé. Maintenant, sur la jeunesse kabyle, c'est très difficile pour moi de parler au nom de la jeunesse kabyle, bien entendu, parce que j'ai des amis kabyles, des universitaires kabyles qui sont en France ou qui sont en Algérie et qui sont effectivement très nombreux à m'avoir écrit et envoyé des messages pour me dire, il ne faut pas céder disons à ce qu'écrit la presse algérienne d'aujourd'hui, avec ce qu'écrit le pouvoir en fait algérien, parce que ça représente pas ce que pense, disons, la majorité des jeunes dans ce pays, et pas simplement en Kabylie d'ailleurs, hein, mais c'est évidemment, la Kabylie est une région particulière parce que c'est une région de défiance vis-à-vis du pouvoir central, une région aussi de défiance par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie baassiste, c'est-à-dire l'idéologie du nationalisme arabe, hein, fondamentalement. Donc la Kabylie, c'est une vieille région, une vieille terre de dissidence. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, beaucoup ont apprécié ce rapport, hein, mais sans l'exprimer sur le plan public. Je parle des gens qui sont en Algérie, hein, bien sûr, hein, qui vivent en Algérie. Mais en France, que ce soit Radio Beurre, que ce soit, je ne vais pas citer toutes les associations, ils m'ont largement ouvert leur antenne en disant on est tout à fait d'accord, il faut avancer. Maintenant, il faut déblayer le terrain, il ne faut pas s'enfermer dans cette culture de guerre, dans cette histoire, etc. etc. C'est effectivement les gens les plus ouverts, entre guillemets, hein, sur ces questions-là. Ça me paraît assez évident, mais il y a beaucoup de travail à faire, hein, en direction de l'Algérie, hein, au sens large. C'est un grand pays de 40 millions d'habitants qui occupe une position stratégique en Méditerranée, on le sait, hein, et notamment au Sahara, et pas simplement en Méditerranée, avec ce qui se passe au Mali en particulier, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Niger, tout ça, ce sont les frontières algériennes. Tout ça, c'est la frontière algérienne. Donc, il est évident qu'il y a un énorme travail à faire de pédagogie, d'éducation, sur la longue durée. C'est pour ça que moi, mon rapport, je le conçois comme un rapport qui commence un processus plutôt qu'il veut le terminer, le clore par une sorte de traité d'amitié instantané. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut démarrer un processus. Je crois qu'à travers ce rapport, les gens prennent conscience de l'énormité du dossier.
hein, quand on voit l'ampleur des réactions, des tribunes, des médias, etc., c'est dire que les gens découvrent que 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, c'est un énorme dossier pour la France, parce que ça va jusqu'aux banlieues, aux récits reconstruits, les indigènes de la République qui utilisent, naturellement, c'est eux qui ont été les plus hostiles à mon rapport, il faut dire la vérité. C'est eux qui ont entretenu, disons, toute une série de tribunes contre mon rapport. Je sais que c'est eux, par leurs idéologues, par leur façon de réfléchir, de décrire, etc., et qui apparentent la société française d'aujourd'hui à une société coloniale. Bon, je veux dire, c'est comme ça qu'ils analysent, hein, leur prisme d'analyse qui n'est pas le mien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, bien évidemment. Et donc, je sais très bien qu'on a un effort, une bataille culturelle. C'est une bataille culturelle, dans le fond, qui ne fait que démarrer, hein. C'est une bataille qui commence, dont on prend et on mesure maintenant seulement l'ampleur. Donc voilà, ce que je peux répondre à Gilles très rapidement sur ça. Alors, on donne la parole à Jacqueline, peut-être, Jonathan, parce que je crois qu'elle demandait. Oui, on va peut-être prendre plusieurs questions à la fois parce que je vois que oui, l'heure tourne. Donc, Jacqueline, pour commencer. Vous m'entendez? Oui. Oui. On entend. Allez-y. Ah. Vous m'entendez? J'ai deux petites questions. Est-ce que vous avez été invité? Oui, on l'entend. Vous m'entendez pas? Allez-y. Non? Si. Est-ce que vous avez été invité dans des banlieues pour présenter votre rapport? C'est une question très, très banale. Et quel effet ça peut avoir? Est-ce que vous pensez que votre rapport et votre discours peut avoir un effet de réconciliation dans certaines banlieues où on parle de dentelle politique? Et la deuxième question est beaucoup plus générale. Votre rapport concerne beaucoup d'aspects et donc beaucoup de ministres ou de chefs de cabinet, et c'est peut-être pour ça que M. Macron, qui a aussi deux que vous présentez. Et est-ce que vous avez eu dans cet ordre d'idées quelques échos de ces chefs de cabinet qui seraient concernés par certaines de vos propositions? Merci et excusez-moi. On continue sur les questions. Oui. Sybille, oui, Sybille. Oui, je voulais vous poser une question sur le rapport entre le travaux pratique et la repentance dont vous avez parlé. Je ne sais pas très bien quel est le rôle, je n'ai pas très bien compris quelle était l'importance de la repentance dans ce travail mémoriel. J'imagine que de facto, si on a demandé à un historien, si le gouvernement français, le président a demandé à un historien de faire ce travail mémoriel, c'est qu'on va pouvoir mettre tout à plat, y compris les archives, etc. Donc, à partir du moment où on fait ça, on accepte de remettre en question, enfin de parler de repentance. Et je voulais vous demander si de l'autre côté, du côté algérien, où il y a eu quand même des exactions, est-ce qu'il y a aussi une volonté d'un minimum de repentance? Il y a deux choses, il y aura la colonisation en général, et puis il y a le problème franco-algérien qui peut être peut-être séparé et de la guerre. Donc, je voulais savoir ce que, si vous pouvez m'expliquer un petit peu toute cette... On en prend une troisième. Oui, allez. Une dernière. Allez, Albert Massiard, une troisième question et ensuite on fera un dernier tour de questions. Oui, bonjour Benjamin, merci et bravo encore pour la qualité de cette présentation. Moi, j'avais quelques inquiétudes au démarrage quand on t'a confié cette mission. Bon, on en a parlé, c'est Jonathan qui l'a évoqué, c'était le fait que ça soit confié à un juif. Et la seconde, c'était la dimension politique. Alors, sur le premier aspect, tu as déjà répondu, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et sur l'aspect politique, la dimension politique, je suppose que tu as rencontré le président de la République, enfin, quand vous êtes rencontrés, etc. Est-ce que ça a été ton initiative, la sienne, en accord, enfin, sans trahir des secrets, que cet aspect a été volontairement éliminé? Parce que si on rentrait éliminé en indiquant que le problème de la repentance et des excuses relevait du politique et que toi, le travail qu'on te demandait, c'était un travail d'historien. Donc ça, c'était la première. La seconde, c'est, moi j'ai eu le sentiment, en écoutant à la fois la présentation,
je me suis en parallèle posé la question de savoir, enfin j'ai eu le sentiment que c'était présenté par une analyse à partir des associations, des groupes, enfin des représentations en France. Est-ce qu'il y a eu un travail équivalent, symétrique, qui a été fait côté algérien? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est dommage et ça va automatiquement manquer, puisque s'il n'y a pas de travail de l'autre côté, il n'y aura que des critiques, des reproches ou des choses comme ça. Et enfin, pour terminer, est-ce que le fait que le président de la République algérienne, qui était hospitalisé en Allemagne, donc qui n'a pas pu, puisqu'il était hospitalisé, donner un peu son avis, son sentiment, ça n'a pas bloqué aussi les réactions éventuellement qui auraient pu être positives si lui-même l'avait perçu de manière positive concernant ton rapport et les avancées énormes qui sont à l'intérieur de celui-ci? Alors, sur les questions, parce que là, il y a plusieurs questions, je vais commencer par la fin, mais ça regroupe aussi la question sur la repentance, les excuses, enfin, qui a été évoquée avant, donc je répondrai de manière groupée. Bon, sur la demande de cette mission, elle vient du président de la République, elle n'est pas de mon fait. Hein, c'est lui qui m'a sollicité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails de discussions personnelles, individuelles que j'ai pu avoir avec lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais beaucoup hésité quand même sur cette histoire, parce que j'avais émis un certain nombre de réserves personnelles, subjectives, dont d'ailleurs cette question du judaïsme, enfin qui est le mien, enfin bref, tout ça on en a discuté bien sûr, toutes ces questions-là. Mais j'avais effectivement toutes ces interrogations qui étaient quand même très très fortes, alors que lui, de manière très volontariste, voulait absolument avancer. Je veux dire, ça, voilà, je ne trahis pas un secret en disant ça. Donc, il voulait continuer ce qu'il avait commencé à faire, notamment sur l'affaire Maurice Audin. Il avait décidé, disons, d'expliquer que Maurice Audin avait été assassiné et qu'il n'avait pas simplement disparu, point final. Donc, il voulait faire un geste ou faire plusieurs gestes symboliques très forts. Donc, c'est de son fait. Et il veut absolument avancer sur ce terrain-là. Alors maintenant, comment dire, moi je ne sais pas ce qui va être décidé après, tout le problème est là. Moi je ne sais pas ce qui va, par rapport à toutes ces propositions, ou même d'autres propositions, pourquoi pas, moi je ne sais pas quelle va être sa volonté politique, sa décision politique qui lui appartient, ça c'est une chose. Et effectivement sur la question des excuses, de la repentance comme on dit en France aujourd'hui, bon ben moi c'était pas c'était pas mon territoire personnel, encore que je le dis dans le rapport, je pense que les excuses, ça ne sert à rien. J'ai pris l'exemple en particulier de ce qui s'est passé entre le Japon et la Chine. Vous ne connaissez peut-être pas l'histoire de l'occupation par les Japonais du territoire chinois, qui a été absolument épouvantable. Ça a été une guerre terrifiante. Et ensuite, et puis la Corée, bien sûr, avec les femmes de réconfort. Et par la suite, le Japon a présenté, je crois, une dizaine de fois des excuses officielles. Je veux dire, à la Chine et à la Corée. Et ça n'a absolument rien changé dans leurs rapports, qui sont toujours des rapports de méfiance, d'hostilité, etc., etc. Donc moi, dans mon rapport, j'ai expliqué que dans le fond, les discours d'excuses et de repentance, ce sont des discours politiques qui n'ont aucune portée en termes d'efficacité pratique. Mais ce sont des discours idéologiques où on se fait plaisir à soi-même, d'un côté français ou du côté algérien, soit en les formulant, soit en les recevant. Mais ça ne sert à rien, je veux dire, fondamentalement, parce que le problème, c'est qu'il est matériel, c'est qu'il y a un contentieux qui existe, je ne vais pas les reprendre tous ici, un par un, et qu'il faut les prendre. Il faut prendre l'histoire par ce côté-là. Ça me paraît évident, tout en reconnaissant ce que j'ai dit tout à l'heure à Gérard, en reconnaissant qu'il y a eu une conquête coloniale absolument épouvantable et qu'il faut absolument rentrer aussi dans cette histoire et en reconnaissant cette histoire. Maintenant, ça c'est par rapport au président de la République, à Emmanuel Macron. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Maintenant, la décision lui appartient de ce qu'il compte faire. Je veux dire, ça, je ne peux pas. Du côté algérien, effectivement, le gouvernement algérien a désigné ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un homologue, mais qui n'est pas un homologue. Parce que Abdelmajid Chekhi n'est pas, à proprement parler, un historien, mais il est le directeur des archives nationales algériennes. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est un fonctionnaire d'État. Il est conseiller à la présidence de la République algérienne. Donc, son bureau est à la présidence de la République algérienne. Bon, moi, je suis pas, mon bureau n'est pas à l'Élysée.
Non, mais je rigole en disant ça, mais c'est très important parce que dans la presse algérienne, ils n'arrêtent pas de dire le fonctionnaire ou l'extrême gauche française, qui revient au même, hein, pour moi. C'est les mêmes textes, hein, c'est les mêmes trucs. Ils disent, grosso modo, Stora, c'est l'historien officiel du pouvoir, fonctionnaire de l'État français, etc. Mais moi, je suis un intellectuel qui a accepté de répondre à une demande de la République pour faire un rapport. On ne vit pas dans une dictature en France, hein, voilà. Il y a d'autres historiens qui ont déjà fait des rapports à la demande du président de la République. Bon, René Rémond avait fait un rapport sur l'Église de France. Je ne vais pas faire la liste, hein, de tous les historiens qui ont travaillé, hein, je veux dire, sur la confiscation des biens juifs. Il y a plein d'historiens qui ont des commissions, qui ont travaillé, etc. Mais moi, je ne suis pas un fonctionnaire, disons, de l'Élysée. Je ne suis pas un historien officiel. Hein. Moi, c'est pas du tout mon style. Hein. Et je suis bénévole. En plus, je n'ai pas touché un rond dans cette histoire. Et les critiques n'ont pas manqué. Donc, je me dis, c'est quand même un peu injuste quand même. Hein, parce que, franchement, dans cette histoire-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'en Algérie, effectivement, il n'y avait pas de symétrie. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelqu'un qui était désigné par le pouvoir. Et qui est un fonctionnaire du palais de la présidence algérienne qui n'a pas rendu son rapport, qui n'a pas, à ma connaissance, à l'étape actuelle, qui n'a pas accompli ce même type de travail. Bon, alors j'imagine qu'il va le faire et qu'il va faire un discours, en fait, hein, de type idéologique, de dénonciation des méfaits du colonialisme, etc., etc. Mais je ne sais pas du tout ce qui va se faire du côté algérien. Par contre, là, la question est importante, c'est que ce qui pourrait se faire, c'est effectivement une sorte de collaboration entre intellectuels français et algériens, peut-être sur la base ou pas de mon rapport, mais cette fois-ci entre historiens, et pas entre fonctionnaires appartenant à l'État, disons côté algérien ou côté français. Mais là, il peut y avoir effectivement un développement à la faveur de ce rapport, un développement intellectuel qui favorise un échange transversal, je veux dire, bon, direct, entre les deux pays, indépendamment des légitimités politiques, des pouvoirs politiques. Ça, moi, c'est aussi une espérance que j'ai, hein, c'est un vœu que j'ai, bien entendu. Alors, les questions d'avant, c'était sur le problème de la repentance, pénitence, je viens de répondre. Hein, c'est en fait, comment dirais-je, ce sont des discours à usage idéologique, en fait, fondamentalement, qui servent à ne pas aborder les questions pratiques. Et ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'on dit que dès qu'on veut parler de l'Algérie, de la colonisation, de la guerre, etc., on dit la repentance, je ne sais pas quoi, etc. Et en fait, on ne discute pas des questions pratiques. On n'en discute pas. On ne discute jamais de ce qui se passe dans les archives, les disparus, les essais nucléaires, je ne sais pas quoi, les cimetières, etc. On n'en discute pas. Les commissions n'existent pas. Il n'y a pas de commission mixte. Elles existent, mais elles ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent très mal. Donc, résultat, c'est un écran. Je veux dire, c'est une espèce de discours-écran, hein, qui a été forgé comme ça, bon, par la classe politique française pour qu'on et algérienne, cette fois-ci c'est le discours de l'anti-repentance, donc, et on n'en sort pas. Et moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de sortir de ce dilemme-là. Alors je ne sais pas si ce sera possible, si c'est un coup d'envoi ou si au contraire malheureusement ce sera un échec supplémentaire. Ça, il est encore trop tôt bien sûr pour le dire, hein. Ça fait 1 mois et demi que le rapport a été remis. Voilà. Je ne sais pas si j'oublie d'autres questions. Alors, on va prendre les 2 dernières questions pour boucler, comme ça à 19h15, nous aurons terminé. Et si tu permets, Jonathan, bien sûr, vas-y, Francis. Après les 2 dernières questions, on demandera peut-être 1 minute de plus à Benjamin parce que Roger Kuperman voulait honorer la mémoire de quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour les harkis. Ah, pardon. J'ai très mal entendu ce qu'a dit madame sur… j'entends la poser des questions, je les ai très mal entendues. Le problème, c'est que le son passait très mal, Jacqueline, donc on n'a pas très bien compris votre question. Elle a demandé, est-ce que dans les banlieues, il y a des réactions? Oui. Alors, moi, vous savez, dans les banlieues, je suis très souvent invité pour parler. Hein, j'ai pas de… Ça, c'est bizarre, ça. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, mais comment dirais-je, moi, à cause du Covid, il n'y a pas de réunion publique. Ça n'existe pas. Je veux dire, bon, moi, je n'ai pas d'invitation, sauf si ce n'est comme on fait ce soir. Alors, j'en ai fait déjà un certain nombre, hein, en Zoom, hein, avec 12, 15, 20 personnes, etc. Mais il n'y a pas d'invitation pour l'instant. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Voilà. Donc, les dernières questions, Perla Danan et Albert Diena. Alors, Perla. Question rapide, s'il vous plaît.
faut mettre le micro. Bon, voilà. Alors, une question rapide. Je voulais votre avis. Merci d'abord pour ces éclairages. Et je voulais votre avis sur un point. Est-ce qu'il est indispensable, incontournable de passer par ces accords? Il y a une espèce de consensus entre la France et l'Algérie, parce qu'on n'est pas rendu, pour commencer à approcher les populations d'origine algérienne, et notamment les jeunes qui sont un peu instrumentalisés, qui ne connaissent pas très bien l'histoire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation déjà locale auprès de ces populations en France, d'explication, déjà d'apaisement avant de… Est-ce que c'est un préalable d'avoir l'accord avec l'Algérie d'abord? Alors, moi, je réponds rapidement à cette question. Je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire d'avoir des sortes de discussions directes avec l'immigration algérienne ou les enfants de l'immigration algérienne. Exactement. Oui, bien sûr, c'est possible, mais c'est très difficile parce que les immigrations au sens large, pas simplement algériennes, mais marocaines, tunisiennes, c'est des grandes immigrations, hein, elles sont très encadrées par les ambassades et les consulats. Il ne faut pas croire qu'il y a une facilité d'accès direct aux populations parce qu'il y a toute une série d'appareils intermédiaires, hein, je veux dire, qui existent. Hein. Les immigrations en soi, vous savez, comme ça n'existe pas. Hein. Avant qu'elles s'intègrent définitivement dans la société d'accueil, comme on dit, par exemple, même les immigrations polonaises, italiennes, portugaises, ce sont des immigrations encore, contrairement à ce qu'on croit, qui sont très en rapport avec le pays de départ, hein, même avec les enfants, même avec les petits-enfants. Donc, votre question, je la comprends dans le sens où comment contourner le discours officiel, qui est un discours, disons, de diabolisation de la présence juive en Algérie ou au Maghreb, ou d'opposition, de guerre, disons, entretenue en fait, hein, par toute une série de groupuscules, etc. Comment faire en sorte? Il y a d'abord la question de l'éducation nationale, hein, parce qu'en France, il y a quand même un appareil central d'État qui est l'éducation nationale. Donc il y a, disons, les manuels scolaires, les enseignants, il faut former les enseignants. Le problème en France, c'est que sur la question de l'Algérie, mais pas seulement, mais sur la question du Maghreb et du monde arabe, les formations sont très faibles en France. Très faible. C'est-à-dire il y a très peu de professeurs d'université qui enseignent l'histoire du Maghreb en France. Ça n'existe quasiment pas. À ma connaissance, il y a 4 ou 5 seulement profs d'université en France qui enseignent l'histoire du Maghreb. C'est rien par rapport à la masse, disons, de l'immigration. Moi, par exemple, j'ai enseigné très longtemps l'histoire du Maghreb à l'INALCO, aux langues orientales, devant 400-500 étudiants à chaque fois qui venaient de toute l'INALCO pour venir m'écouter parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres enseignants, ça n'existait pas. De gens qui connaissaient l'histoire des Berbères, connaissaient l'histoire politique et historique au XXe siècle. Je ne parle même pas de l'histoire ancienne. Hein, mais… Donc, vous voyez, il y a un problème de formation des maîtres qui a un énorme travail avec lesquels j'ai discuté d'ailleurs de cette question avec le président de la République. Parce que, effectivement, vous avez raison de soulever cette question, parce que moi, je lui ai dit, tant qu'on n'a pas fait un effort de formation des maîtres, donc par le sommet de la pyramide, hein, au niveau des professeurs d'université, et ensuite de descendre sur les enseignants du secondaire, pour déconstruire un récit fantasmé sur la question coloniale en particulier, on n'y arrivera pas. C'est un travail monumental. Mais il y a aussi des associations et des projets qui contournent ça. Je pense par exemple au projet Aladdin. Bon, le projet Aladdin, qui est un énorme projet, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, bon, qui essaye, disons, depuis plusieurs années maintenant, de traduire, notamment en arabe, ce qu'a été le film Shoah de Claude Lanzmann. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ce que fait le projet Aladdin. C'est par exemple ce type de projet qu'il faut essayer de soutenir. Bon, c'est ce projet qui me soutient hein, pour l'exposition à l'Institut du monde arabe. J'espère qu'elle se tiendra hein, d'ici novembre 21 et qui soutient. Donc, vous voyez, il y a à la fois la question de l'État dans la responsabilité sur la formation des maîtres et le problème des associations qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Voilà. Une dernière question peut-être? Oui. Alors, oui, c'est une dernière question. Alors, c'était une question très rapide et peut-être un peu plus personnelle. D'abord, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous avez longtemps hésité avant d'accepter la mission. Il y a une frustration qui émane de tout le discours, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a clairement une impossibilité réelle de réconciliation. Alors, j'ai envie de vous demander quelque part, qu'est-ce qui a quand même fait, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission? La partie plutôt positive, optimiste. Ah ouais. C'est une dernière question, mais c'est la question la plus sensible, la plus personnelle, enfin, qui est très difficile. J'ai pensé à la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, fondamentalement. Vous savez, là, maintenant, j'ai 70 ans, ça fait 40 ans que je travaille sur cette histoire, et moi, j'ai pensé à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis dit, dans le fond, si on n'essaye pas de soulever ce couvercle,
ben, d'autres viendront qui sont avec d'autres discours, qui sont des discours de guerre, des discours de haine, enfin, il faut dire la vérité, et qui chercheront tout le temps à mettre de l'huile sur le feu et qui chercheront jamais à essayer de construire des passerelles, des ponts de compréhension mutuelle, etc. Et je me suis dit, dans le fond, ayant travaillé pendant plus de 40 ans sur cette question-là, hein, depuis pratiquement les années 70-80 que je travaille sur l'histoire de l'Algérie, vous le savez, si vous suivez un peu mon parcours, j'ai déjà raconté ça dans Les Clés retrouvées, etc. Je me suis dit, dans le fond, à l'âge que j'ai, un président de la République me propose quelque part une sorte d'aboutissement, de conclusion, quelque part, de tout ce projet que j'ai porté depuis presque 40 ans. Pourquoi je refuserais ? Tout en sachant que c'était une mission impossible, difficile, quasiment, oui, très très difficile pour dire la vérité. Vous l'avez entendu, vous l'avez senti à travers mes propos, mais je me suis dit, je ne peux pas me dérober, parce que dans le fond, on ne peut pas à la fois écrire des livres en disant il y a de l'occultation, il y a du déni. Vous savez, j'ai écrit plein de livres sur ce terrain-là, avec un livre que j'ai écrit il y a 30 ans qui s'appelle La gangrène et l'oubli, où je plaidais pour la sortie d'oubli de l'Algérie. Et une fois que cette sortie existe, qu'on me propose pour la première fois au plan étatique de mettre sur le papier ce que je pense, je ne pouvais pas me dérober. Donc j'avais ce conflit extraordinaire entre ma conviction personnelle sur la quasi-impossibilité du but, et en même temps, je me disais, enfin quand même, tu as travaillé 40 ans pour ça, et maintenant qu'on te dit, allez, vas-y, fais quelque chose, te dérober et te réfugier dans l'idéologie. C'est dans le fond ce que font beaucoup d'intellectuels français, vous savez, hein, qui se réfugient dans l'idéologie abstraite pour ne pas affronter les réalités concrètes du terrain, les réalités de la vie, et ils se réfugient dans des formules creuses, très idéologiques. Là, cette fois-ci, je me suis dit, eh ben, je vais y aller, je vais tenter le coup. Et il y a beaucoup de coups à prendre. Il y a beaucoup de coups à prendre, parce qu'effectivement, une fois sorti le rapport et les propositions émises, les critiques ont été très fortes, évidemment, par ceux qui ne veulent rien faire. C'est-à-dire qui ne font que des discours, fondamentalement, mais qui ne produisent rien sur le plan concret. Voilà, donc on termine là-dessus, c'est effectivement… Alors, on va terminer, si tu permets, Benjamin, avec un mot de Roger Kuckerman qui va évoquer la mémoire d'un homme qui a consacré une grande partie de son militantisme et de sa vie au harki, justement. Roger, à toi, s'il te plaît. Oui, d'abord, bravo, cher Benjamin. Ce que vous faites est formidable et tout à fait passionnant, et cette discussion l'a bien montré. Et quand on parle des harkis, je voudrais évoquer la mémoire de l'ancien vice-président du CRIF, André Wormser. Tout à fait, tout à fait. Comme moi, a été combattant en Algérie, mais qui a fait un travail formidable pour la défense des harkis. Et je trouve que dans ce débat, il fallait absolument évoquer son souvenir. Tout à fait. Tout à fait. Je connais très bien le combat qu'il a mené dans les archives, notamment, dans la presse, et toutes les déclarations qu'il a produites, qui sont multipliées pendant des années en faveur des harkis. Il a raison de rendre hommage, disons, à son combat. Voilà. Allez, conclusion, Jonathan. Deux mots de conclusion. Allez. Oui, effectivement. Quelques mots pour d'abord remercier Benjamin pour son intervention ce soir. Les mots de conclusion qu'il a eus à la toute fin avec la dimension personnelle étaient très touchants, et on comprend bien le combat qui est le tien, la manière dont il t'anime depuis 40 ans. Et voilà, on est fiers de pouvoir lui donner ce soir un petit peu de résonance aussi dans la communauté juive. Donc, merci beaucoup, merci à toi chaleureusement. Je vous donne également le prochain rendez-vous. Alors, nous recevrons Maram Stern, qui est vice-président exécutif du Congrès juif mondial. Donc, la date doit encore être fixée, mais ce sera certainement courant mars. Donc, on donnera la date à ce moment-là, mais on voulait d'ores et déjà vous annoncer l'invité. Donc, merci beaucoup à vous de votre présence, et merci encore à Benjamin Stora pour son intervention ce soir. Merci, Benjamin. Merci Francis. Merci. Merci.